à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où nous allons parler de notre rapport à l'alimentation. J'ai donc écrit un article sur le blog, vous pouvez cliquer en barre d'infos, vous trouverez le lien de l'article sur la micronutrition 2.0.com. Et donc, qu'en est-il de ce rapport à l'alimentation? Si on remonte à nos origines, lorsque nous étions des bébés, des nourrissons, on avait une alimentation qui était 100% intuitive, 100% naturelle, et on a doucement mais sûrement glissé vers une alimentation qui n'a plus rien à voir avec cette alimentation naturelle. On est de plus en plus nombreux à ne pas réussir à s'alimenter de manière instinctive. Et aujourd'hui, c'est un constat qu'on fait, les consultations sont remplies de patients qui sont en lutte permanente avec leur alimentation, des patients qui souffrent de cette alimentation, qui souffrent de cette lutte permanente, parce que c'est une lutte interne, une lutte contre leur corps, une lutte contre leur esprit, et c'est épuisant. L'alimentation est source d'émotions négatives, d'émotions pénibles, de frustration, de culpabilité, de honte, de peur, de colère, toutes ces émotions négatives qui sont très difficiles à gérer au quotidien. Et j'avais donc envie de vous expliquer un petit peu ce pourquoi nous avons glissé vers cette alimentation raisonnée, voire même chez certaines personnes vers l'orthorexie, et ce qu'on est capable de mettre en place aujourd'hui pour permettre finalement de pacifier ce rapport à l'alimentation, d'être plus en accord avec son alimentation et que ce soit plus une des sources principales d'anxiété, d'angoisse, de problèmes dans notre vie au quotidien. Donc c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo, et puis en fin de vidéo je vous parlerai du petit test que j'ai créé, enfin dont je me suis inspirée plus ou moins. J'ai fait un petit quiz qui permet justement d'évaluer est-ce que vous avez un rapport sain, un rapport pacifié avec votre alimentation, ou est-ce qu'au contraire vous êtes en lutte avec celle-ci, et éventuellement envisager tout simplement de vous faire aider pour juste faire en sorte d'améliorer ce rapport. Finalement, pourquoi est-ce que cette alimentation est devenue une source de conflit? Pourquoi est-elle devenue aussi conflictuelle? On a mis en évidence deux facteurs principaux, mais je dirais qu'il y en a à peu près 4. Dont je vais vous parler maintenant, bien évidemment, c'est un peu le but de cette vidéo. Le premier, clairement, c'est la pression sociale que l'on vit aujourd'hui, notamment les femmes, cette pression sociale que l'on subit et qui fait que notre corps devient un poids qu'on doit traîner, parce que ce poids, ce corps en tout cas, ne correspond pas aux idéaux qui sont diffusés sur les médias, à travers les publicités, les magazines, les réseaux sociaux, qui prônent, ils prônent tous ce culte de la minceur, ce culte de l'extrême minceur, et donc on nous montre des corps qui sont complètement idéalisés, irréalistes, ou en tout cas des corps qu'on ne pourra sans doute pas atteindre pour la majorité d'entre nous, et du coup notre propre corps sera considéré comme un fardeau, comme un poids, parce qu'il ne correspond pas à cette image qui est diffusée. Et je pense aujourd'hui que c'est un des principaux facteurs qui font qu'on se retrouve en lutte avec notre alimentation, c'est que on n'arrive plus à accepter le corps que l'on a. On est dans ce fameux corps mal aimé, on a une difficulté d'acceptation de son corps, il y a une stigmatisation du corps, il y a une honte de son corps, et c'est principalement dû à cette pression sociale, à notre société actuelle qui fait rimer beauté avec minceur, sans même envisager la féminité, la bonté, la grandeur d'âme. Voilà, la beauté rime avec minceur, et je dirais même avec l'extrême minceur, et on se retrouve donc avec des jeunes femmes, des femmes qui se retrouvent en conflit permanent avec leur alimentation, parce que l'image de leur corps ne leur convient pas, parce que ce n'est pas l'image qui correspond à celle renvoyée et créée de toutes pièces par les médias. Aujourd'hui, on arrive en psychonutrition à améliorer, à pacifier ce rapport au corps, à améliorer l'image de soi, à améliorer
ce sentiment qu'on a, cette honte corporelle qu'on a à la prendre en charge. On a de nombreux outils qui nous permettent de travailler là-dessus. Et pour moi, c'est extrêmement important de travailler sur ce point-là. Il faut absolument que ce diktat la valeur intrinsèque d'un individu aujourd'hui ne dépend pas, n'est pas inversement proportionnel à son poids. Et malheureusement, on le voit souvent. Les personnes en surpoids, en obésité sont stigmatisées. Et je pense clairement qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend en charge un patient qui est en demande de perte de poids, il faut absolument aller investiguer ce versant-là, la relation du patient à son corps et l'aider en tout cas à l'accepter et de ne plus se retrouver avec ce corps mal aimé qu'on a l'impression de traîner et qu'on maltraite, surtout qu'on maltraite parce qu'on n'aime pas ce corps, parce qu'il ne correspond pas encore une fois à cette image qui a été créée. Et c'est vraiment malheureux. Si vous devez retenir une seule chose sur cette partie, c'est vraiment que la valeur intrinsèque, votre valeur intrinsèque, ne dépend pas de votre poids et de votre aspect physique. C'est vraiment quelque chose de capital et qu'il faudrait vous répéter tous les matins. Ça, c'est une évidence. Le second facteur qui rentre en jeu, c'est la peur. Donc cette méfiance qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'on a eu, si vous vous intéressez un petit peu à l'alimentation, il y a eu de nombreuses études. Tous les jours, il y a des études qui sortent. Des études scientifiques qui se contredisent l'une l'autre, des méta-analyses qui ont fait dire un peu tout et son contraire. Aujourd'hui, on ne sait plus à quel sein se vouer. On ne sait plus qui croire. Est-ce qu'il faut croire les médias? Est-ce qu'il faut croire nos autorités? Est-ce qu'il faut croire les scientifiques, les médecins, les nutritionnistes? Qui croire? À quel discours peut-on s'accrocher? Et de tous ces discours qui sont complètement discordants, bien évidemment est née la peur et la méfiance, de se dire aujourd'hui qu'est-ce que je peux manger pour être en bonne santé. Et cette méfiance culmine lorsqu'on devient orthorexique, lorsque on fait de notre alimentation notre principale préoccupation et qu'on se fixe des règles telles qu'elles sont souvent invivables et dans le but d'être en bonne santé. Donc ça, c'est vraiment le point culminant de la méfiance et de la peur alimentaire. Alors certes, oui, c'est un autre point, l'industrie agroalimentaire avec tous les scandales qui ont éclaté ces dernières années. Je peux concevoir qu'on puisse être méfiant, mais évidemment le lobby agroalimentaire est le plus gros lobby, le lobby le plus puissant au monde, donc il faut se méfier. Mais je pense qu'il faut s'éloigner des discours dogmatiques, il faut s'éloigner de toute attitude extrémiste dans un sens ou dans l'autre. Il faut prendre du recul, faire preuve de nuance et bien évidemment faire confiance aux bonnes personnes. Mais encore une fois, qui sont les bonnes personnes? Les scientifiques, les médecins, les nutritionnistes, les thérapeutes, qui sont les bonnes personnes aujourd'hui pour vous promulguer les bonnes informations? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de cette peur et de cette méfiance sont nées toute une série moi je dirais de regroupements sectaires dirigés par, on a vu plein éclore là, des gourous, des ayatollahs de la nutrition qui se servent et qui se nourrissent de votre peur pour créer des mouvements. D'un côté c'est les crudivores, de l'autre côté c'est les sans FODMAPs, voilà, il y en a des tonnes et des tonnes. Donc clairement, une évidence, ne pas se fier à ce type de personnes. Mais après, effectivement, c'est toujours compliqué de se dire à qui est-ce que je vais confier ma santé, qui est-ce que je vais écouter. Il y a une étude qui est sortie et qui nous dit que le cholestérol est le principal responsable des accidents cardiovasculaires. Une autre qui nous dit que finalement le cholestérol, il est complètement blanchi. On ne sait plus à quel sein se vouer. Ça, c'est une évidence. Et je dois dire qu'en tant que professionnel de santé, scientifique et donc médical, j'ai un état d'esprit qui est extrêmement malléable et aujourd'hui j'avance en même temps que les études qui sortent et je garde mon libre arbitre et je décide en fonction de mes compétences de ce que je vais mettre en place pour tel ou tel patient. Et oui, il m'arrive de dire à certains patients, aujourd'hui je vous dis ça, mais peut-être que dans 10 ans ça sera différent. En tout cas, l'idée, c'est que la méfiance et la peur font naître
cette souffrance alimentaire et ce combat qu'on a en permanence avec son alimentation. Alors que cette méfiance, nous ne l'avions pas quand nous étions des nourrissons et que nous nous nourrissions au sein de notre mère. Donc c'est un des phénomènes, il existe, il est là, il faut en tenir compte. Encore une fois, je pense qu'il faut garder une attitude un peu de recul, pas de repli mais de recul, prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça et essayer de s'orienter vers des gens en qui vous avez confiance tout simplement, des gens qui ont fait preuve de compétences. Maintenant, la personne que vous trouverez compétente, peut-être que votre voisine ne la trouvera pas compétente et peut-être qu'elle ne conviendra pas à votre voisine. Mais voilà, je sais que c'est assez compliqué, mais aujourd'hui, clairement, c'est un des phénomènes qui crée cette lutte qu'on a avec l'alimentation. Et je dois dire, un des plus gros challenges qu'on a lorsque l'on prend en charge un patient, ça concerne souvent les patients qui sont orthorexiques, et il y en a de plus en plus dans les consultations, dans les patientèles, on en retrouve de plus en plus parce que avec le flot d'informations qui vous noie finalement, au lieu de vous informer, ça vous noie, elles sont toutes contradictoires, on ne sait plus quoi penser, on a des patients qui sont devenus complètement orthorexiques et c'est extrêmement difficile de leur faire oublier, de les faire se décrocher de leurs croyances et de leur donner envie de se laisser guider pour retrouver le chemin d'une alimentation saine, d'une alimentation naturelle, d'une alimentation finalement qui n'est pas prise de tête. Et ça c'est vraiment compliqué à faire, c'est un des challenges que je me suis donné aujourd'hui et c'est vrai que c'est pas évident, mais lorsqu'on arrive à se décrocher de toutes ces peurs, de toutes ces croyances, on se retrouve finalement dans une alimentation qui est ce qu'elle doit être à la base, une alimentation naturelle, source de plaisir, une alimentation instinctive, tout simplement. Alors je tiens quand même à dire que alimentation instinctive, oui, mais pas 100% instinctive. Pour moi, on est quand même obligé d'avoir des règles alimentaires santé de base, d'avoir un minimum d'alimentation raisonnée, parce que notre corps n'est pas encore tout à fait et ne sera pas, je pense, capable de faire la différence entre certains micronutriments. D'où l'intérêt de faire un petit mélange entre micronutrition et psychonutrition, d'associer alimentation intuitive avec quand même un petit peu d'alimentation raisonnée, parce que le corps ne sait pas faire la différence par exemple entre tous les acides gras polyinsaturés, entre les oméga 6 et les oméga 3. Donc si nous, en micronutrition, on n'apporte pas, on ne satisfait pas ses besoins, le corps par lui-même ne saura pas vous dire ce dont vous avez. La petite nuance que je voulais apporter, c'est la micronutritionniste pour le coup qui parle. Dernier point donc, que je voulais aborder, c'est la restriction cognitive. Donc la restriction cognitive, je pense qu'on pourrait lui dédier 2, 3, 4 vidéos. C'est aujourd'hui un des points sur lesquels on travaille le plus en psychonutrition parce qu'on s'est rendu compte que quasiment 9 patients sur 10 étaient en restriction cognitive. En tout cas les patients qui étaient en recherche de perte de poids. La restriction cognitive, c'est quoi? C'est le fait que vous preniez le contrôle mental de votre alimentation au lieu de laisser votre alimentation être guidée par vos sensations alimentaires et vos sensations corporelles. Donc on la retrouve très régulièrement, c'est des discours du type il faut que je mange ça, je ne dois pas manger ça, je dois manger ça, il ne faut pas que je mange ça. Voilà, toutes ces croyances, toutes ces règles mentales que l'on s'impose. Ça c'est vraiment la restriction cognitive. Et aujourd'hui la restriction cognitive, on le sait, le cercle vicieux de la restriction cognitive entraîne des émotions négatives, de la culpabilité parce qu'on a une alternance de contrôle, perte de contrôle et aujourd'hui la restriction cognitive nourrit cette lutte qu'on a avec l'alimentation et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, à diagnostiquer et à traiter parce que ça se traite, la restriction cognitive comme toute pathologie, on a des outils qui nous permettent de sortir les patients de cette restriction cognitive par un bout ou par un autre, soit par les émotions, soit par le corps, soit par les cognitions, mais on y arrive très bien. Alors aujourd'hui, maintenant qu'on sait quels sont les facteurs qui ont généré cette lutte et ce rapport conflictuel entre nous et notre propre alimentation, quels sont les outils finalement qu'on a à notre disposition pour nous permettre justement de pacifier cette relation à l'alimentation? Alors vous devez vous en douter, les régimes ne sont clairement pas un outil efficace. Vous savez, tous les régimes sont voués à l'échec à plus ou moins long terme, moyen ou long terme.
La chirurgie bariatrique. Alors j'en avais parlé dans un de mes articles et puis j'ai une clinique de Tunisie, je crois, qui m'a mis un commentaire qui était en anglais, je me souviens plus exactement, mais qui était un peu vindicatif. Alors je ne disais pas que que j'étais contre la chirurgie bariatrique, bien au contraire, c'est extrêmement intéressant dans certaines situations d'urgence vitale. Mais aujourd'hui, on sait, avec le peu de recul qu'on a pour l'instant sur la chirurgie bariatrique, que finalement, un seul patient sur 10 arrive à maintenir sa perte de poids. Donc ça veut bien dire que la chirurgie bariatrique en tant que telle peut être une solution d'urgence et que si elle n'est pas réalisée dans une prise en charge globale où on va aussi travailler sur la tête du patient, son comportement, ses émotions, ça ne fonctionnera pas. Donc oui à la chirurgie bariatrique, mais ce n'est pas la solution. Il faut qu'elle soit envisagée dans une prise en charge globale. Je pense que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, ce qu'on utilise essentiellement dans les consultations de psychonutrition, ce sont les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, notamment de deuxième vague, mais essentiellement troisième vague. Et c'est surtout certains outils de la troisième vague dont je vais brièvement vous parler, parce que là aussi on pourrait en faire des dizaines et des dizaines de vidéos. Il s'agit de la pleine conscience, la mindfulness. Aujourd'hui, on sait que la pleine conscience, c'est un outil qui va permettre de changer durablement et de manière définitive notre rapport à l'alimentation, notre comportement alimentaire. La pleine conscience, ce n'est pas que de la théorie, mais c'est essentiellement de la pratique. Il va falloir pratiquer la pleine conscience. Et lorsque l'on propose la pleine conscience à cette patiente, il faut nous aussi pratiquer la pleine conscience. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et c'est un travail à réaliser au quotidien. La pleine conscience permet, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est une attitude en fait qui vous permet de porter votre attention, votre conscience sur le moment présent, ici et maintenant, en ayant une attitude, on va dire, non jugeante et bienveillante, une attitude de curiosité. C'est ça la pleine conscience. Et lorsque l'on arrive à manger en pleine conscience, à avoir une alimentation en pleine conscience, on arrive à pacifier son rapport à l'alimentation. Et aujourd'hui, il y a des protocoles qui ont été créés, des protocoles qui ont été éprouvés scientifiquement, validés scientifiquement, qui sont intégrés à des consultations médicales et qui permettent d'apprendre l'alimentation en pleine conscience. Il y a un protocole qui s'appelle le protocole MBEAT qui a été créé et qui donne d'excellents résultats. Donc en consultation de psychonutrition, on utilise des outils de pleine conscience, des exercices de pleine conscience à faire réaliser aux patients qui leur permettent de pouvoir réussir à apporter toute leur attention, toute leur conscience lorsqu'ils vont manger. Donc voilà, il y a des exercices de dégustation, il y a plusieurs types d'exercices. Donc pour moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est l'outil qui a fait ses preuves scientifiquement et qu'il faudrait utiliser. Du coup, la question que vous pourriez vous poser et que je vous pose, est-ce que vous pensez être en conflit avec votre alimentation ou alors pensez-vous plutôt avoir un rapport très serein et naturel à votre alimentation? C'est une des premières choses qu'on doit regarder lorsque l'on prend en charge un patient qui est en demande de perte de poids, en tout cas de changement de son comportement alimentaire, c'est de savoir est-ce qu'il est en lutte avec son comportement alimentaire. Est-ce que l'alimentation est pour vous une source de souffrance, d'émotions pénibles, de culpabilité, de frustration, de tristesse, de honte, ou est-ce qu'au contraire l'alimentation est pour vous source de plaisir et de partage? Ce sont des questions à vous poser et ce que j'ai fait, c'est qu'après m'être initiée à la pleine conscience avec le docteur Yasmine Yenard, qui elle-même s'était formée, alors s'est formée à plusieurs types de protocoles de pleine conscience. Elle est spécialisée en MBCT, donc c'est pour tout ce qui est rechute dépressive, mais elle s'est aussi formée auprès du docteur Jan Chosenbey, qui est un pédiatre américain qui pratique la pleine conscience. Et donc bien évidemment, lorsque je me suis formée, initiée à la pleine conscience, du coup je suis allée, j'ai essayé de me perfectionner en allant regarder un peu tout ce que proposaient ces différents maîtres de la pleine conscience, professeurs de la pleine conscience, donc notamment le docteur Jane Chosenbey, mais aussi le docteur John Kabat-Zinn. Donc, et j'ai trouvé que ce que faisait le docteur Jane Chosenbey était très intéressant. J'ai lu nombreux de ses ouvrages et les protocoles qu'elle propose, les retraites alimentaires qu'elle propose, malheureusement c'est en Oregon, donc il faut pouvoir y aller, sont vraiment très intéressantes.
Elle est également maître zen, donc il y a quand même une dimension un peu plus spirituelle dans ce qu'elle fait. Moi je reste quand même assez éloignée de cette dimension-là. Je suis avant tout un professionnel de santé et j'utilise la pleine conscience parce que c'est un outil qui a été validé médicalement, scientifiquement. Voilà. Hein. Après, il n'y a pas assez. La pleine conscience est laïque pour moi. Il n'y a pas de notion spirituelle. Voilà, c'est de la méditation laïque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit questionnaire de 10 questions qui a été inspiré donc du docteur B. Et ce que je vous propose de faire, parce que bien évidemment en consultation, pour évaluer un peu dans quel est le niveau en fait de lutte que vous avez avec votre alimentation, on utilise plusieurs outils. On fait le questionnaire de SCOFF, mais moi c'est pas un questionnaire que j'apprécie particulièrement. Lui, il est plutôt pour dépister en fait les troubles du comportement alimentaire, avoir une idée de l'existence de TCA. Et puis on a, moi j'utilise beaucoup une échelle d'évaluation des modes mentaux qui a été adaptée à la psychonutrition. Mais je l'utilise vraiment d'une manière un petit peu détournée, parce que normalement c'est pour la gestion du stress, mais moi ça me permet de faire un premier état des lieux, de savoir un peu chez vous, est-ce que votre alimentation est source de stress? Parce que le stress fait partie des émotions négatives, hein, le stress, l'anxiété. Ça me permet de faire un premier état des lieux. Donc, je vais certainement pas vous demander de faire ce questionnaire-là, puisqu'il demande d'être en consultation, il demande une interprétation. Bref, YouTube n'est pas le lieu pour faire ce questionnaire. Donc moi, j'ai créé un petit questionnaire que je fais, en tout cas ferai faire à certains patients, que je trouve plutôt pas mal. Donc c'est un questionnaire de 10 items. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de répondre tout simplement par oui ou par non à ces 10 items. Et puis en commentaire, vous me mettrez votre note. Plus votre note est élevée, plus vous êtes en conflit avec votre alimentation et plus il serait intéressant d'envisager une prise en charge pour pouvoir justement vous réconcilier avec votre alimentation. Alors on est parti. Donc premier item de ce questionnaire, je ne mange que lorsque j'ai faim, ou en tout cas la plupart du temps. Deuxième question, je m'arrête de manger lorsque je n'ai plus faim. Troisième item, j'arrive à passer plusieurs heures d'affilée sans manger et sans avoir envie de manger. Quatrième item, mes journées finalement sont une période où je ne mange pas et où je n'ai pas faim, et donc des périodes définies où je mange pour satisfaire ma faim. Cinquième item, je ne passe pas la majorité de mon temps à me questionner sur ce que je dois manger, ce que je ne dois pas manger, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. En bref, l'alimentation n'est pas au cœur de mes préoccupations. Sixième item, je ne suis pas au régime, je ne suis aucun régime, je ne m'impose aucune règle alimentaire, je ne suis pas en restriction alimentaire. Et je ne m'interdis pas de manger tel ou tel aliment parce qu'il est supposé faire grossir. Septième item, je ne suis pas orthorexique, donc je vous avais défini ce terme, c'est prendre un contrôle extrême de son alimentation dans le but, dans la croyance d'être en bonne santé. Huitième item, je n'ai pas de poids fétichisé, c'est-à-dire que ce n'est pas mon poids sur la balance le matin au 100 grammes près qui va déterminer mon humeur pour la journée. Ça, faites-y attention parce que nombreuses sont les personnes qui ont un poids fétichisé et à 100 grammes près, toute leur journée va être soit dans la bonne humeur, soit dans l'énervement ou l'agacement ou la tristesse ou la colère. Neuvième item, je ne suis pas addict à la balance. Je peux passer des semaines, voire des mois sans me peser. Et enfin, le dernier item, j'ai un poids stable. J'ai un poids stable depuis des mois, voire des années. Et ce poids varie de quelques kilos en fonction de l'activité physique que je pratique au quotidien. Alors je dis de quelques kilos, j'avais écrit un article sur le poids, on va dire le set lean point, le poids d'équilibre. Et c'est vrai que ce poids d'équilibre, il peut quand même varier, la fourchette est assez grande, hein, c'est entre 1 et 8 kilos en fonction vraiment de son niveau d'exercice physique. Donc 8 kilos, ça peut paraître quand même beaucoup. Donc moi, j'estime qu'un poids est stable, qu'on a un poids d'équilibre lorsque le poids ne varie pas de plus de 3 à 4 kilos sur la même année. Voilà, en fonction des saisons et de son niveau de dépenses énergétiques. Voilà mes 10 questions. Donc je vous invite à y répondre. Si vous répondez je dirais, si vous répondez au moins une fois non
à une de ces questions, il y aurait un intérêt d'aller investiguer un peu plus loin pour savoir ce qui se passe et comment est-ce qu'on pourrait vous aider à être plus serein vis-à-vis de votre alimentation. Et plus votre score est élevé, plus vous avez de non. Donc à chaque non, vous vous mettez un point. Imaginons que vous arriviez à 8 ou 9 sur 10, ça veut dire que vous êtes en conflit permanent avec votre alimentation, que cette alimentation est source de souffrance, d'émotions pénibles, et je vous recommande, mais vraiment fortement, de vous rapprocher d'un professionnel de santé qui pourra vous aider à vous réconcilier avec votre alimentation, vous réconcilier avec votre corps, vous réconcilier avec votre cœur et vous réconcilier avec votre esprit. J'espère que cette vidéo vous aura appris de nombreuses choses et que vous serez nombreux à répondre au questionnaire que j'ai créé. Je vous dis à bientôt, à votre santé. Au revoir.